Bonjour, je voudrais travailler ce matin l'idée que le silence guérit. Le silence guérit me confie un moine. Pourquoi et à quel silence se réfère-t-il? Ça a été l'ouverture d'un poème dans De cendres et d'or nous l'avons discuté à la Maison des écrivains dans un atelier il y a 2 ans. Et depuis, j'ai beaucoup médité sur cette idée que le silence puisse nous guérir. Le moine en question, c'était Anselm Grun qui l'a écrit dans L'art de vivre en harmonie, édité chez Albin Michel en 2004. Donc l'idée n'est pas récente. Je me suis demandé pourquoi est-ce que le silence nous est si précieux, de plus en plus important et en même temps un luxe, quelque chose de difficile à obtenir dans le monde moderne parfois menaçant aussi. Donc, je me suis proposé un plan de travail. D'une part, le silence favorise les temps de récupération du souffle. En ce sens, il peut être réparateur. La notion de souffle, pour moi, vient du soul art, le souffle de l'art, le soul music, c'est-à-dire qu'on peut le traduire par âme, on peut le traduire par émotion, on peut le traduire simplement par respiration. Mais le silence, il installe tout de suite une pause et un temps pour reprendre son souffle. Et c'est aujourd'hui, nous vivons dans des temps d'accélération de plus en plus en vogue. Le fait de faire vite est une qualité. Et dans les formations, on apprend une certaine dextérité, une certaine diligence, mais en même temps, on sent que beaucoup de personnes s'essoufflent, ont des burn-out, ont des crises, des difficultés, des dépressions, parce que peut-être que ces rythmes, théorie pratique, théorie pratique, théorie pratique, qu'infligent les formations contemporaines. C'est-à-dire, voilà, on dispense un certain contenu, puis tout de suite, il faut passer à l'application de ce contenu, puis on dispense un autre contenu, puis il faut appliquer cet autre contenu, puis on ne réfléchit pas, on n'évalue pas comment on se sent par rapport à ces contenus, qu'est-ce qu'ils nous amènent, qu'est-ce qu'ils amènent aux autres, et comment on va gérer finalement ces nouveaux apprentissages. Ça peut gérer un malaise. Le silence entre l'action et la réaction, il permet le temps de l'évaluation. Entre le stimuli et la réponse, le silence installe une distance. Et cette distance est précisément la place en philosophie de la liberté de penser. Et c'est pour ça que sa suppression peut avoir des effets pervers, parce que finalement, on ne laisse pas à la personne le temps de réfléchir sur ce qu'on est en train de lui dire. Et on peut avoir une formation aux allures robotiques, c'est-à-dire voilà le contenu qu'il faut que tu apprennes et voilà les procédures qu'il faut que tu fasses. Maintenant, tu passes sur le terrain et puis tu appliques ce qu'on te dit de faire, mais tu n'as pas le temps de réfléchir finalement sur ce que l'on te dit de faire est vraiment quelque chose de pertinent et pour toi et pour les autres. Donc, il y a aussi une autre dimension. Très souvent, en étudiant les émotions, Knowing Your Emotions du docteur Brian Lynch, qui a été publié à Interest Book à Chicago,
Le docteur Brian Lynch, qui est philosophe au départ, mais aussi médecin de famille, puis finalement psychiatre, il dit la première réaction est toujours émotionnelle. Notre première réaction est émotionnelle. Même à un contenu de savoir, cette réaction va être émotionnelle. On sent et très souvent on agit et puis après on pense. C'est-à-dire que organiquement on va être tenté d'avoir je m'excuse, il y a des travaux autour de moi et c'est même intéressant parce qu'on voit justement qu'on vit au milieu du bruit et que c'est une constante dans la vie contemporaine moderne. Donc, je disais, très souvent on sent, on agit et puis on réfléchit. Et c'est parce qu'on peut s'arrêter, c'est parce qu'on peut installer un silence entre ce moment où l'on sent et le moment où on agit qu'on va agir, penser et puis réagir. C'est vraiment le temps de silence, le temps de distance entre l'action et la réaction qui permet la pensée. Par exemple, une araignée, elle va percevoir la peau, puis elle va piquer. Une biche, elle va voir le chasseur au loin, puis elle va avoir un temps de réaction, puis elle va s'enfuir. Nous, on est capable, entre l'action et la réaction, d'attendre 1 année, 2 années. Et des fois, ça peut même nous contraindre à l'immobilisme, tellement on se dit, non, vraiment, ça vaut pas le coup. On examine l'action, on examine toutes les conséquences d'une action, puis on décide de ne pas la faire. Donc, on a cette liberté grâce à cet espace entre le temps d'action et le temps de réaction. Cet espace qui permet la pensée. Donc, si on le supprime, on va supprimer le temps réflexif dans la formation. Donc, qu'est-ce que le silence rend possible? Il rend possible la pensée et il rend possible l'évaluation. Parce que la pensée, si on réfléchit en philosophie, qu'est-ce que la pensée est dans son essence? Elle est un exercice d'évaluation, elle est la formation du jugement humain. Hein? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas possible? Et dans quelles conditions? C'est-à-dire que l'éthique est vraiment reliée à la capacité de penser et la capacité de se mettre à distance, de reculer et d'observer ce qu'on a fait. Donc, cette évaluation qui est permise par le silence, ce moment de silence où on se retrouve, on va pouvoir vraiment écouter les autres et écouter ce que les autres ont représenté pour nous, ce que le discours de l'autre a représenté pour nous, ce que le collectif nous a apporté ou ne nous a pas apporté. Et on va vraiment se mettre à l'écoute. Et si on n'a pas des moments de silence, on n'a pas des moments d'écoute. Et on va aussi pouvoir s'écouter soi. Et ce contact qui va nous placer directement avec nous-mêmes, il va permettre d'exercer l'intelligence émotionnelle, la créativité et de faire fonctionner une sorte de brainstorming sur finalement comment est-ce que je vais réagir, comment est-ce que je vais appliquer ce contenu qu'on m'a donné, comment est-ce que je vais l'assimiler et en quoi il est vraiment pertinent. Je pense par exemple au contenu d'éthique en génie que j'ai enseigné. Très souvent, ce contenu était problématique pour les ingénieurs parce qu'ils me disaient, l'éthique, voilà, tu nous donnes un code d'éthique, mais qui n'est pas opérationnel parce que dans les faits, il ne s'applique pas. Parce que dans les faits, la coopération ne s'applique pas. Parce que dans les faits, ce qui s'applique, c'est la compétition, et même déloyale, et même entre bureaux dans la même entreprise. Donc, mon contenu était
profondément problématique et il a fallu installer des temps d'écoute, des temps de silence, des temps qui ont permis un dialogue et peut-être une révision des codes d'éthique en génie dans le sens de introduire davantage de plasticité dans ces codes pour y introduire aussi davantage de véracité. Parce que le facteur humain est là et le facteur humain peut faire échouer beaucoup de nos beaux principes parce qu'ils ne sont pas applicables sur le terrain en ce moment. Donc on a des vrais problèmes en éthique et en génie. Je dirais que le silence peut être perçu comme une menace. Car il favorise la pensée et la mise en question de ce qui a été vécu. Donc, le fait qu'on n'autorise pas de temps de pause et de silence dans une formation, c'est aussi un fait qu'on veut infliger un sens précis à la formation et que l'on ne veut pas laisser trop de liberté, trop de jeu, trop d'interrogations pour le contenu qui est dispensé parce qu'on n'a pas envie de le débattre ou parce qu'on n'a pas les conditions de le débattre. Et donc, ce silence va demander une discipline et un apprentissage. C'est-à-dire que vraiment, il va falloir, si on veut installer des temps réflexifs dans la formation humaine, il va falloir se dire, voilà, dans cette case-là, on a tel programme, là on a telle théorie, là on a telle pratique et à ce moment-là, on a tel temps pour l'évaluation de ce qui a été fait. Et ce moment d'évaluation, c'est le temps de silence. Et est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça va permettre d'améliorer la formation? Pour l'instant, c'est un pari, parce que, je veux dire, on n'a pas vraiment introduit des temps de pause dans les cursus universitaires. Oui, on les a introduits à un moment donné, quand l'université a été créée, c'était les moments de contemplation des moines. Les moments de chant, les moments de repas, les moments d'écoute de la lecture, les moments où le moine se retrouvait dans sa cellule, parce que l'université, quand elle a été créée, elle était catholique. Donc, il y avait des temps de contemplation. Des temps de contemplation d'un contenu, mais qui n'était pas vraiment questionné, hein. C'était un contenu qui était plutôt pour être mâché, digéré et retransmis. Mais aujourd'hui, on a, avec la laïcité, une énorme liberté de questionnement qui est venue, mais en même temps, on a perdu un petit peu ce côté contemplatif. Et en perdant le côté contemplatif, on devient de plus en plus mécanique au niveau de la transmission, de plus en plus robotique, je veux dire à l'image des machines que nous avons créées. Donc, le silence, il requiert un apprentissage et il oppose la profondeur de la contemplation à la superficialité de l'automatisme, car il va permettre l'éclosion de nouvelles mises en voie, VOIX, qui vont ouvrir de nouvelles mises en voie, VOIE. Et je ne sais pas d'avance quelles vont être ces nouvelles mises en voie, VOIE, qui vont surgir si on introduit des temps de contemplation du contenu, des temps de débat, des temps de silence, des temps de pause, des temps d'arrêt dans la transmission de ce que l'on fait. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas eu ces temps-là. J'ai vécu même ma transmission culturelle que j'avais comme professeur à effectuer. J'avais un programme avec une série de contenus. Il fallait que je remplisse ce programme jusqu'à la fin de l'année. Donc, je devais dispenser ce contenu à un rythme qui m'était imposé. Et les étudiants devaient retenir et apprendre ce contenu dans un rythme qui nous était imposé. On n'avait pas le temps de dire, bon, maintenant, on arrête tout et on réfléchit sur ce qu'on vient de penser. Donc, il n'y avait pas ce loisir, le loisir qui permet la créativité. Donc, c'est en l'immigrant et
en venant au Canada et en traversant de longs hivers de lecture, d'écriture, de méditation, que j'ai saisi à quel point dans mon cursus personnel, le silence avait permis un réel apprentissage dans le sens de recréation des contenus transmis et d'innovation par rapport à ce que j'avais reçu. Et c'est là que j'ai écrit Les mutations humaines, parce que le silence m'a véritablement permis de muter, c'est-à-dire de me transformer en profondeur, alors que dans l'activisme où je me trouvais avant, en tant que professeur universitaire, je n'avais pas le temps de vraiment proposer quelque chose de pertinent qui puisse aider une formation à s'humaniser. Et il me semble que ce qui peut humaniser la formation et ce qui peut rendre la rencontre réelle, ce qui peut rendre une mise en voie authentique, c'est la possibilité donnée à l'humain d'évaluer ce qu'on est en train de lui proposer comme contenu. Voilà, alors je voudrais proposer une série de conférences sur ce sujet. J'ai fait une sorte de brainstorming aujourd'hui avec vous sur la possibilité que le silence introduit dans les contenus de formation universitaire puisse favoriser la dimension éthique de ce contenu, c'est-à-dire la rencontre réelle et la coopération à partir d'un examen de conscience personnelle. Merci beaucoup. Donc, je suis en mode vidéo. Je vous retrouve dans un prochain vidéo très bientôt pour rediscuter de tout cela.